Docteur, je ne veux pas de ce vaccin pour mon enfant. J'ai entendu dire qu'il rendait autiste. Cette phrase, nous sommes nombreux et nombreuses à l'avoir déjà entendue. Elle pourrait prêter à sourire si l'on ne prenait pas le temps d'en mesurer toutes les conséquences. Cette croyance, selon laquelle le vaccin ROR provoquerait des troubles du spectre autistique, est aujourd'hui largement réfutée sur le plan scientifique. Pourtant, la méfiance qu'elle engendre a des effets bien réels et parfois tragiques. Pour prendre un exemple récent, alors que la vaccination des 18-35 ans est estimée à 90,4% en France métropolitaine, entre janvier et août 2025, 828 cas de rougeole ont été recensés en France. Parmi eux, 289 patients ont été hospitalisés. 111 ont présenté des complications. 12 ont nécessité une prise en charge en réanimation. Et 2 sont malheureusement décédés. Dans près de 2 tiers des cas, les patients n'étaient pas vaccinés. Autrement dit, pour 2 patients sur 3, une simple vaccination aurait suffi à éviter ces risques. Peut-être plus préoccupant encore, 1 patient sur 3 était pourtant vacciné. Cela signifie que, par défaut d'immunité collective, certains patients qui ont cherché à se protéger se retrouvent malgré tout exposés aux conséquences des croyances erronées des autres. Une question se pose alors. Comment cette petite phrase « Docteur, je ne veux pas de ce vaccin, car j'ai entendu dire que… » peut-elle, à elle seule, finir par contaminer nos patients et plus largement la société. Fake news, pseudo-science, post-vérité, que recouvrent réellement ces termes dans notre pratique quotidienne de soignants? Quels sont leurs impacts actuels et futurs sur la santé publique? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que médecins généralistes, y répondre pour mieux protéger nos patients? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette table ronde. Je suis Antoine Sey, interne à Rouen et chargé de mission lutte contre les conflits d'intérêts au sein de l'ISNAR-IMG. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Elle va se vouloir interactive, aussi se déroulera-t-elle en 2 temps. Pour commencer, une présentation de la part de nos invités afin de nous éclaircir et de mieux saisir les enjeux de ces sujets. Puis, un second temps sera un temps de questions-réponses. Pour cela, vous aurez à disposition le micro qui se trouve juste ici. Et vous pourrez venir vous poser pour poser vos questions et repartir munis de connaissances solides. Sans plus tarder, je vous présente les intervenants qui vont m'accompagner. Tout d'abord, nous aurons en visioconférence le professeur Philippe Casassus, hématologue, PUPH émérite de thérapeutique à Bobigny. Le professeur Casassus est également docteur en histoire et membre de l'AFIS, l'Association française pour une information scientifique. Sur scène, nous avons le docteur Louis-Adrien Delarue, médecin généraliste à Angoulême, co-administrateur de l'AMLP, l'alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Il fait de la lutte contre la désinformation en santé son cheval de bataille du quotidien, et ce, depuis son travail de thèse dont il vous parlera peut-être. Enfin, je vous présente le docteur Marion Lagneau, médecin gastro-entérologue retraité et ancienne directrice médicale d'une plateforme de télémédecine. À la retraite, certes, mais retraite active puisqu'elle dédie son temps, entre autres, au collectif NoFekMed. NoFekMed est un collectif qui s'investit dans la défense d'une médecine scientifique et dans l'information et la lutte contre les dérives en santé des médecines dites alternatives ou intégratives. Aussi, docteur Lagneau, vous allez commencer cette table ronde en nous clarifiant le terme FekMed qui, pour le moment,
ne parle peut-être pas à tous les internes. Je vous en prie. Bonjour. Donc, comme l'a dit Antoine, je suis gastroentérologue retraité. Et un gastroentérologue est confronté de longue date aux fake médecine parce que, comme vous savez, quand on a mal au ventre ou des gargouillements ou des ballonnements, on se demande d'où ça vient. En général, la question c'est ça vient peut-être de ce que je mange. Nous, docteurs, à part conseiller une alimentation équilibrée et correcte en glucides, lipides, protéines, on n'a pas beaucoup de conseils à donner. Et donc, beaucoup de patients de gastroentérologues finissent chez les naturopathes et reviennent finalement voir le gastroentérologue quand ils n'ont plus le droit de rien manger, plus de gluten, plus de lait, plus de tomates. Et donc, tout est à reprendre après. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai de longue date côtoyé. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire de fake med qui va vous concerner tous, ou vous a déjà peut-être concerné, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous avez globalement l'âge d'avoir des enfants, et moi des petits-enfants. Et donc, mon histoire, c'est l'histoire de l'ostéopathe de la maternité, et c'est l'histoire qui est arrivée à mon fils. Mon fils qui sait que je suis impliquée dans la lutte contre les dérives en santé, et donc qui est théoriquement relativement prudent, m'appelle après la naissance de son fils parce que, une fois rentré chez lui, l'ostéopathe qui était déjà passé le voir à la maternité leur avait proposé une séance d'ostéopathie à domicile pour lui faire revivre ou digérer le stress de la naissance, ça se fait beaucoup ça, ou pour calmer les gargouillements, pleurs, étortillements, j'en vois qui rigolent. Donc ils ont réponse à tout. Ça rejoint une téléconsultation que j'ai vue passer la semaine dernière avec une patiente qui demandait en téléconsultation une ordonnance pour rééducation neuromotrice d'une asymétrie posturale. Elle avait vu l'ostéopathe pour son bébé de 1 mois qui avait déduit que, je sais pas, il y avait une asymétrie quelque part et donc elle voulait une ordonnance pour aller chez un kiné. Ça me permet de vous définir ce que c'est que la fake médecine. La fake médecine, c'est d'expliquer simplement un problème complexe. Un bébé qui pleure, un bébé qui a des gargouillements, un bébé qui a des remontées, c'est quand même bien plus complexe que de dire on va lui faire une manipulation et ça ira mieux. C'est de proposer une solution simple et rassurante. Je vais venir chez vous, je vais le manipuler, puis je reviendrai régulièrement vous voir, donc vous ne vous sentirez pas seul. Ça exploite vos croyances, c'est naturel, il n'y a pas de risque à faire ça. Mais c'est pas vrai. L'ostéopathie est interdite chez les bébés de moins de 6 mois. On n'a pas le droit de manipuler la tête d'un bébé. Et l'ostéopathe chez mon fils, qu'est-ce qu'il lui avait fait? C'est pour ça que mon fils a été étonné. Il l'avait mis la tête en bas dans le berceau, il lui avait serré la tête comme ça pour lui faire repasser, soi-disant, la filière génitale. Ça, c'est pas permis. On n'a pas le droit de toucher la tête d'un nourrisson de moins de 6 mois. Ensuite, les pseudomédecines, elles exploitent vos méfiances. C'est naturel, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de big pharma là derrière, puisque c'est juste mes petites mains ou alors des petites plantes que je vais vous donner. Et ça valorise aussi beaucoup l'expérience individuelle. Ça marche chez tout le monde, donc pourquoi pas essayer, puisque ça marche chez les autres. Ça me permet de vous parler de ce qu'on appelle la mésinformation. Dans toutes les maternités actuellement, enfin peut-être pas toutes, mais dans beaucoup de maternités, à peine l'accouchement est-il fini que passe un ostéopathe pour aller manipuler vos bébés. Depuis des années, les ostéopathes, ils ont investi les maternités avec la bienveillance des gynécologues, qui ne pensent pas faire mal en fait. En fait, ça les débarrasse aussi des questions des mamans. Il faut dire qu'on peut transférer le problème, c'est plus simple. En faisant ça, les médecins, ils vous mésinforment. C'est-à-dire qu'ils vous donne une information qui est fausse ou erronée, mais elle est souvent involontaire, elle n'est pas présentée avec une intention de nuire. Ils font ça sans intention de nuire, je dirais. Alors, à l'opposé de la fake med, il y a sûrement quelque part la vérité. Où est la vérité? Eh bien, la vérité, comme on sait, n'existe pas, puisque, en gros, dans le monde actuel, c'est un peu chacun sa vérité. Donc la vérité, c'est quand même une vue de l'esprit.
En revanche, en matière scientifique, oui, la vérité, on peut dire qu'elle existe. La vérité, c'est le réel des sciences. Et pour savoir qu'une vérité est scientifique, il y a un seul fait indiscutable, elle doit être reproductible. Car le gars qui vous sort une super étude géniale avec des petits P partout, qu'il a un petit peu manipulé parfois, mais il n'y en a qu'une, et puis tous les autres, ils n'ont pas réussi à refaire la même, ou alors c'est tellement tarabiscoté qu'on ne la refera jamais, ne faites pas confiance à ça. Ensuite, on est envahi actuellement de ce qu'on appelle des vérités pseudo-scientifiques. Alors, c'est des vérités qui imitent le discours médical, mais sans la rigueur des références. Et puis, on entre aussi dans l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, maintenant, c'est mentir vrai. C'est-à-dire, en fait, on ment en racontant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça rejoint leurs croyances, ça rejoint l'émotionnel. On utilise des grands mots, d'ailleurs souvent des mots pompeux. On utilise une opinion publique en disant puisque l'opinion publique croit ça, c'est que c'est vrai. Et là, on ment, mais vrai. Et donc, ça me permet de vous définir ce qu'est la désinformation. La désinformation, c'est aussi une information fausse ou erronée, mais en revanche, elle est intentionnellement diffusée par des gens qui ont connaissance de son caractère faux ou erroné et qui ont derrière ça un but mercantile, un but politique ou un autre but de vous faire adhérer ou acheter quelque chose souvent. Alors j'ai répondu aux questions qu'avait posées Antoine, c'était de la rumeur aux preuves. Donc on va parler de la rumeur. La fake news, c'est comme les rumeurs. Les rumeurs, ça a toujours existé. Depuis le Moyen-Âge, je suis allée un petit peu regarder l'ancienneté de la rumeur. La rumeur a toujours existé, même quand il n'y avait pas la télé et la radio. Pourquoi la rumeur est-elle acceptée facilement, et si facilement? Parce qu'en général, elle se transmet soit par des amis, soit par des tiers de confiance, soit par des gens en qui vous avez confiance dans l'expertise. Donc, vous les croyez parce que vous avez confiance en eux. Est-ce que les médecins sont toujours vertueux en matière de rumeurs? Alors, le collectif No Fake Med, on pense que non. Parce que les médecins ont créé des sociétés savantes. J'ai mis ici la NPIS, mais il y a aussi le CUMIC, qui sont des sociétés, entre guillemets, savantes, dédiées aux médecines intégratives. Ce sont des gens qui essayent de faire rentrer, de faire passer la médecine intégrative ou parallèle comme un complément indispensable dans la prise en charge complète des patients. Et justement, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative ou la pseudo-médecine, enfin il y a plein de noms, et ils appellent ça maintenant la médecine intégrative en disant nous, on va prendre en charge globalement les patients en intégrant l'ensemble des soins, y compris par des non-professionnels de santé. Ces gens-là font partie de vrais lobbies, ils sont accompagnés par des labos, et ils ont beaucoup d'argent, beaucoup plus que les petites associations qui luttent contre ça. Et il faut savoir, puisque vous êtes interne, que le CUMIC a réussi à faire valider dans le programme de l'internat l'item 327, qui est, je vais vous dire ça, structurer une médecine intégrative scientifique. Quand même deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Et qu'est-ce qui amplifie et accélère cette infodémie, cette épidémie d'information? Eh bien, les réseaux, évidemment, les réseaux sociaux. Sur les réseaux, vous le savez maintenant, une fausse information se transmet 2 fois plus vite qu'une vraie. Et les algorithmes, en plus, vous enferment dans des bulles de filtre. Donc une fois que vous êtes dans votre bulle de filtre, ça va vous proposer que des choses qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Et enfin, hier, je sais qu'il y a eu une réunion sur l'intelligence artificielle. L'IA, elle génère aussi pas mal de fausses informations, parce qu'elle va les chercher partout sans faire la discrimination entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut savoir que les chatbots génèrent entre 30 et 35% de fake news. Et puis en plus, l'IA, elle est très empathique. Quand elle vous répond, si elle ne sait pas, elle invente, ou alors elle oublie. Donc elle va toujours en fait aller dans le sens de celui qui le questionne. Et c'est pas facile de démêler le vrai du faux. Alors comme on est tous ici des docteurs, on va se demander si on peut se vacciner contre la désinformation. Parce qu'on ne manque pas d'accès, mais il faut pouvoir derrière l'analyser. Être médecin, c'est connaître un petit peu les sciences cognitives, et ça peut vous servir aussi de savoir qu'il y a 2 systèmes de décision, vous le savez peut-être déjà, et ça vous sert aussi quand vous êtes de garde en urgence, le système 1, le système 2. Tous les humains pensent de la même manière, avec 2 systèmes de pensée.
Le système 1, c'est le système automatique, rapide, c'est la décision intuitive ou émotionnelle. C'est celle qu'on prend immédiatement, on va puiser dans les connaissances qu'on a, on ne réfléchit pas, on prend la décision. Et puis derrière ce système 1, il y a un système 2 qui est plus lent, qui exige un effort de réflexion, de recherche intellectuelle, et c'est le système de décision logique qui vient amender, un petit peu corriger le système de décision 1. Et donc ce système 1, c'est des raccourcis décisionnels et c'est un grand facteur de ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des biais qui vous viennent de votre éducation, de vos expériences personnelles, d'un effet placebo que vous avez pu rencontrer chez certains patients et qui vous a laissé quelque chose de positif en mémoire, ou de croyances culturelles. Il y a les biais de confirmation, on va chercher toujours ce qui confirme nos croyances. Il y a le biais d'autorité, il y a l'expert qui vous a dit « fais comme ça ». Et l'expert n'a pas toujours raison. Blouse blanche n'est pas toujours synonyme d'avoir raison. Donc il faut toujours douter. Et puis il y a l'influence sociale. Ils font tous ça, donc moi je vais faire la même chose. Donc il faut douter. Et il faut devenir ceinture noire de vérification d'informations. Toutes les informations maintenant, il y en a tellement, elles méritent que vous vous méfiez de ceux que vous avez envie de croire et de ceux qui vous disent ce que vous avez envie de croire. Alors l'esprit critique, c'est une habileté cognitive. Elle se construit et il faut qu'elle soit en alerte face à toute information. L'esprit critique, c'est la capacité à questionner, c'est la capacité à analyser, à peser des preuves avant d'adopter une idée ou une pratique. Il faut se former aux médias. Le groupe de travail qui a travaillé sur la désinformation en santé pour le ministère de la Santé insiste beaucoup sur la formation aux médias. Il faut toujours tout vérifier. Douter, la confiance n'exclut pas le doute. Et ils ont proposé de créer ce qu'on appelle un infoscore, qui pour l'instant n'a malheureusement pas été retenu par la ministre de la Santé. Il faut apprendre, mais ça vous allez l'apprendre pendant vos études, la lecture critique d'articles médicaux. Et écoutez les cours, parce que c'est très important d'apprendre à bien lire des articles médicaux avec un esprit critique. Et enfin, il faut se former à l'usage de l'intelligence artificielle. L'IA, c'est pas inné. L'IA, c'est pas intelligent. Je rappelle que l'intelligence, c'est l'humain. Et l'humain doit garder le premier et le dernier kilomètre de la réflexion. Donc il est utile de se former sur l'IA. Donc j'avais mis ici une question, à partir de quel moment peut-on considérer une étude scientifique comme fiable? Et la réponse, c'est uniquement la première réponse, c'est lorsqu'elle est reproductible. Toutes les autres, c'est des grandes revues qui ont publié des trucs qui ont été retirés, ça se fait de plus en plus malheureusement. Tous les autres critères ne sont pas des critères de fiabilité à eux seuls. Maintenant, le problème, c'est comment répondre aux patients en consultation. Il arrive, il est persuadé d'un truc, il arrive, il ne veut pas se faire vacciner, il dit que c'est plein de saletés, ces vaccins ARN messagers, c'est épouvantable. Mais rappelons quelque chose, le médecin est un influenceur. Alors certes, il influence qu'une personne à la fois, mais derrière cette personne, elle va influencer d'autres. C'est comme les hommes politiques qui font des petites réunions là avant ils attendent qu'on parle autour. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les patients gardent une confiance importante dans les médecins. Donc ils vont vous écouter, mine de rien. Et donc c'est à votre niveau que vous allez pouvoir opposer de la résistance, faire vivre une information qui soit un petit peu fiable et démentir des fausses informations. Et donc je vais essayer de vous proposer une petite méthodologie pour gérer ce genre de consultation. À savoir que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait quand on fait des consultations d'annonce. Moi j'ai fait pas mal de cancérologie en étant gastro. Et c'est une petite démarche qui permet d'avancer avec les patients et de ne pas bloquer. Alors la première chose, c'est écouter avant de corriger. Il faut essayer de comprendre pourquoi le patient y croit. Lui demander juste qu'est-ce qui vous a paru convaincant là-dedans. Il faut évidemment prendre le temps d'adapter sa réponse au registre du patient. Vous n'allez pas parler à un anxieux ou à un méfiant comme à un convaincu ou comme à un revendicateur très en demande. Donc il faut adapter sa réponse. Ensuite, la deuxième chose à faire, et à mon âge, on voit des docteurs, mais de l'autre côté du bureau, c'est ne pas couper court. Parce que alors, le médecin qui dit « ça c'est nul »,
Là, franchement, terminé, il n'y a plus d'échange possible. Donc non, il ne faut pas couper court. Il ne faut pas dire c'est faux, vous avez tort, c'est n'importe quoi. Il faut dire oui, je comprends, ça peut sembler crédible. Beaucoup de patients me posent la question, regardons ensemble ce que dit la science. Et là, vous ouvrez votre consultation vers le patient. Ensuite, il faut informer, expliquer, mais sans imposer quelque chose. Vous pouvez simplement expliquer les biais cognitifs. Genre, le cerveau adore les histoires simples, même quand elles sont fausses. C'est pas compliqué à expliquer. Ensuite, il faut pré-bunker au lieu de débunker. On sait que le pré-bunking, il augmente la résistance aux informations futures que vont trouver les patients en ligne. Donc, il faut dire, sur Internet, vous allez trouver beaucoup de traitements présentés comme naturels et sans risque, mais c'est rarement vrai. Et d'ailleurs, ça va généralement avec quelque chose qui est sans effet. Et déjà, vous mettez ça dans la tête de votre patient. Ensuite, il faut quand même un petit peu s'appuyer sur la science, rappeler les fondamentaux de la médecine basée sur les preuves, les témoignages versus les études cliniques, l'importance du bénéfice-risque, l'importance des essais randomisés. S'il n'y a qu'un seul essai, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est pas vraiment à retenir. Et puis, il y a des phrases bateaux. Si ce traitement marchait vraiment, on le verrait appliqué partout, et pas seulement chez un naturopathe ou sur des vidéos. Et puis, il faut essayer de donner des sources fiables aux patients. Il y en a un certain nombre de sources fiables. Il y a beaucoup d'influenceurs santé qui, maintenant, sont sur la toile et que vous pouvez conseiller à vos patients. Il faut refuser sans rompre. Le cadre, il doit être posé, il est clair. On n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour... Je ne peux pas prescrire ce traitement. Je ne peux pas le valider. Je ne peux pas vous encourager à arrêter tel ou tel traitement. Mais... je resterai votre médecin, quel que soit votre choix, et on peut en reparler la prochaine fois. Ouvrez vers la consultation suivante. Et alors la dernière chose, protégez-vous du burn-out informationnel. Vous avez des gens qui vont vouloir débattre, qui vont vouloir vous balancer des théories complotistes en vous demandant de les démonter. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est comme ça. Moi, je pense comme ça. Moi, je suis le docteur. On a le droit de couper la conversation en disant « c'est fini, on en a parlé, on s'arrête là ». Et on peut d'ailleurs aussi trouver une phrase clé dont je vous ai donné tous les éléments scientifiques, à vous de décider en toute connaissance de cause. Voilà. Ma présentation est finie, j'espère qu'on va en reparler. Alors, je vous montre quand même quelques ressources que le docteur Lagneau nous a partagées, qui sont des sources sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Donc, la visio sera en rediffusion sur YouTube, donc vous pourrez retrouver tout ça. Merci beaucoup, docteur Lagneau, pour votre présentation et pour les outils qui nous seront très utiles au quotidien. D'ailleurs, le syndicat Réagir propose également Healthbuster. Ce sont des vidéos de débunkage des fake news que l'on peut observer, notamment sur les plateformes TikTok. Vous pouvez retrouver le syndicat Réagir au niveau du hall partenaire. Docteur Lagneau, durant votre présentation, vous avez un petit peu évoqué la médecine basée sur la preuve. Que signifie ce terme exactement? Et qu'y avait-il avant? Quoi de mieux que de laisser la parole maintenant au professeur Philippe Casassus pour nous faire des rappels sur l'histoire de la thérapeutique, afin de comprendre au mieux le cheminement qui nous conduit à cette médecine basée sur la preuve. Professeur Casassus, la parole est à vous. Eh bien, bonjour et merci. Comme vous pouvez le penser, je ne vais pas dire des choses très opposées à ce qu'a dit Madame Lagneau. Et effectivement, j'envisage ma petite intervention en 3 parties. Le but, c'est de savoir quoi penser, comment se comporter vis-à-vis de ces médecines non conventionnelles ou alternatives. Il y a quelque temps, on appelait ça les médecines parallèles. J'ai un de mes collègues professeurs thérapeutiques qui appelait ça les médecines perpendiculaires. Bon, donc c'est ces médecines qui ne reposent pas sur des éléments scientifiquement prouvés. Et donc, pour l'illustrer, même si j'ai affaire à des tas de médecines qui connaissent sûrement tout ça, j'ai besoin de développer le
pourquoi on en est arrivé à ce que nous appelons la médecine fondée sur la preuve, le BM. Et pour ça, je vous propose ce schéma qui est le schéma de l'histoire de la thérapeutique pendant le temps historique, c'est-à-dire le temps où on a des écrits. Donc ça a commencé il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque égyptienne. On a de superbes manuels de médecine écrits par des Égyptiens. Il y a le papyrus d'Ebers qui est formidable et qui est très 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 complet. Les médecins égyptiens étaient très réputés et on y trouve beaucoup de choses. On y trouve beaucoup de choses. Et même, on sait d'ailleurs que même à l'époque préhistorique, on n'a pas d'éléments écrits, mais par exemple, il y a plus de 20 000 ans, on a trouvé dans une tombe un squelette qui était entouré de feuilles de saule. Les feuilles de saule d'où est tiré l'acide salicylique, c'est-à-dire l'aspirine. Donc vous voyez que il y avait déjà, les médecins avaient déjà un certain nombre d'éléments, de médicaments dont ils pouvaient servir, découverts comment? Par empirisme. Par empirisme. Et bien sûr, l'empirisme a continué même jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez que dans ce schéma, j'ai utilisé 3 couleurs. La première couleur, c'est la couleur orange, donc c'est de moins 3000 et même avant, jusqu'aux environs de 1860, c'est-à-dire jusqu'à Claude Bernard. Pendant toute cette période, on vit sur des théories plus ou moins habiles, intelligentes, qui vont être reconnues par tout le monde médical, et tellement reconnues qu'on ne va même pas imaginer d'avoir à les vérifier. Alors, la plus célèbre, c'est celle d'Hippocrate, bien sûr, celle d'Hippocrate qui considère que l'être humain en équilibre, il est en équilibre parce qu'il y a un équilibre entre 4 humeurs, le sang, la bile noire et la lymphe. Et lorsqu'il y a une maladie, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y en a une qui est en trop ou en moins, et donc il faut rajouter ou bien il faut faire vomir, ou bien il faut, ou bien au maximum, quand c'est grave, il faut faire une saignée. Et la question ne se posait pas de revenir là-dessus. Je reviens un petit peu là-dessus, mais vous voyez que dans cette partie orange, j'ai mis d'autres noms, Hippocrate Galien, donc c'est la même théorie hippocratique, Paracelse qui commence, qui part sous des théories, la théorie des semblables, dont va s'inspirer un peu le fameux Hahnemann aux environs de 1780. Alors j'en parlerai tout à fait à la fin de ma petite intervention. C'est lui qui a inventé l'homéopathie. Et l'homéopathie va être un peu dérivée de la théorie des semblables de Paracelse. Mais tout ça, ce sont des théories. Il n'y a aucune expérience scientifique permettant d'appuyer ces théories. Et bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu aussi, à l'époque d'Hahnemann, il y a eu l'invention du magnétisme. Et il y a eu Perkinisme. Le Perkinisme, c'est Perkins qui traitait les douleurs grâce à des petites tiges en métal. Bon, voilà, etc. Enfin, il y a énormément d'histoires de ce type. L'acupuncture est née, alors elle est née au 1er siècle avant notre ère, mais là encore, c'est une théorie qui vient du monde asiatique, qui repose sur l'existence, soi-disant, de méridiens dans le corps, méridiens, bien sûr, que personne n'est capable de trouver. Alors, ce qui est aussi un peu bizarre, c'est qu'on s'est rendu compte que selon les livres chinois qu'on a trouvés, les méridiens n'étaient pas les mêmes, ils changeaient de position. Donc voilà, c'est assez troublant. On pourrait continuer comme ça en passant en revue toutes ces maladies, ces médecines conventionnelles. Alors ça, c'est la partie orange. Et puis, on va arriver ensuite à la partie bleue, Claude Bernard, qui a inventé l'expérimentation scientifique, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, et on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, d'où ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est le BM, la partie rouge. Alors, avant, j'embraye sur ce Guy Patin. Guy Patin, c'était le doyen de la faculté de médecine à l'époque de Louis XIV, et qui était bien sûr
un fervent partisan, mais la question ne se posait même pas, de la théorie d'Hippocrate, et la théorie des humeurs, et puis de la saignée. Vous voyez ce qu'il dit? Qui était quand, alors, Guy Patin était contre les circulateurs. Les circulateurs, c'est parce que William Harvey, exceptionnellement, voilà quelqu'un qui a fait une expérience, et une expérience chez le chien, et son expérience l'a amené à dire que le sang circulait. Le sang circulait, vous vous rendez compte? Et Guy Patin était contre ces circulateurs parce que si le sang circulait, nos saignées ne serviraient à rien, elles seraient même nuisibles. Or, la saignée est le meilleur traitement du monde, donc le sang ne circule pas. Vous voyez le type de réflexion que pouvaient avoir les médecins à l'époque. Et finalement, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui avec les médecines non conventionnelles. Là, on ne remet pas en cause la théorie. Vous voyez, cette saignée, Louis XIV, qui était très réglo et qui suivait ses médecins parce qu'il considérait que c'était important pour sa fonction d'être en bonne santé, de suivre ce que disaient les médecins, il a été saigné 2000 fois dans sa vie. Alors, ce n'était pas des saignées gigantesques, mais il faut savoir que, par exemple, il était plusieurs fois saigné au printemps à titre préventif pour prévenir des maladies futures. La reine Marie-Thérèse, donc son épouse, est morte en juillet 1783. Elle avait un cancer, après une saignée. Le petit dauphin aussi, Madame de Maintenon, deuxième femme de Louis XIV. Le duc de Chartres, vous voyez, on l'a saigné après une chute de cheval. Mais la suivante est encore plus belle. C'est le duc de Berry. Le duc de Berry, c'était le fils. Donc en 1820, on était dans la Restauration en France. Hein, le roi, c'était Louis XVIII, le frère de Louis XVI, et il n'avait pas d'enfant. Donc celui qui allait lui succéder, c'était son dernier frère Charles X, qui avait un fils unique, le duc de Berry. Donc le duc de Berry, à l'époque, c'était un peu, comme on disait ces derniers temps, le prince de Galles, le futur roi d'Angleterre. Hein. Donc c'était le futur roi. En 1820, il va à l'opéra. En sortant de l'opéra, il y a un fou qui lui enfonce un poignard dans le ventre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé, à défaut du SAMU, le médecin qui était dans le coin. Et qu'a fait le médecin? Une saignée. Donc, vous voyez la logique poussée à l'extrême de ces raisonnements fondés sur des théories sur lesquelles qu'on ne remet absolument pas en question. Et puis voilà, donc la deuxième étape dans mon graphique, hein, c'est l'étape de Claude Bernard, qui a inventé l'expérimentation scientifique. Vous voyez, qui repose sur ce trépied. Il y a une intuition qui va essayer d'expliquer, de confirmer par un raisonnement qui va aboutir à une expérience. Voilà. Et effectivement, ça fait faire des progrès absolument énormes. Hein. C'est comme ça qu'on a mieux compris les troubles digestifs, qu'on a découvert l'insuline, qu'on a compris le diabète, et puis, etc. Puis progressivement, au cours du XXe siècle, les antibiotiques, les anticancéreux, etc. Et tout ça, c'est vieux parce qu'on s'est mis à expérimenter, ce qui était quelque chose de révolutionnaire. Voilà, ça c'est la partie bleue. Mais on s'est rendu compte, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 40-45 ans, que ça ne suffisait pas. Et on arrive dans cette partie rouge, qui est la partie qui est notre époque, qui est la médecine fondée sur la preuve. Eh bien, pourquoi? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Eh bien, c'est à partir d'une expérience, enfin d'une observation concernant le cholestérol. Ça fait très longtemps que les médecins se sont rendus compte que le fait d'avoir trop de cholestérol augmentait les risques de complications cardiovasculaires. Et donc, il était logique, à partir du moment où quelqu'un avait trop de cholestérol et qu'on avait un médicament qui faisait baisser le cholestérol, de le donner. Et moi, quand j'étais interne, comme vous, eh bien, j'ai donné un médicament de la famille, ce qu'on appelle les fibrates, qui était un très bon hypocholestérolémien. Alors, la suivante va vous montrer
un constat qui a été fait par une revue de plusieurs études, y compris 2 méta-analyses. Je reviendrai sur ce mot méta-analyse. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 types de traitements hypocholestérolémiens. Les résines, les fibrates, donc c'est ceux dont je vous parlais, et puis plus récemment les statines. Et vous voyez que quand on utilise ces médicaments chez les gens qui ont trop de cholestérol, on fait baisser effectivement, on diminue les événements coronariens, les crises d'angor, les manifestations, les infarctus, etc. Mais décevant, vous voyez que quand on voit la mortalité coronarienne, elle est finalement pas vraiment améliorée par ces 2 types de traitements. Et puis, voilà qui est complètement invraisemblable, quand on regarde la mortalité globale, eh bien avec les fibrates, elle est même augmentée. Donc, on a l'impression qu'on est efficace en diminuant les événements coronariens, mais finalement, on est nuisible aux malades. Alors, vous voyez, heureusement, il y a une nouvelle série que vous connaissez sûrement, les statines, qui, eux, effectivement, abaissent la mortalité coronarienne et abaissent la mortalité globale. Mais tout ça, ça fait ressortir le fait qu'on ne peut plus se contenter même d'une explication physiopathologique pertinente pour mettre en route un traitement. Il faut prouver qu'il y a un bon rapport bénéfice-risque. Et c'est ça le fondement de la médecine fondée sur la preuve. Et comme m'a dit Adnan Lagno, il est important, bien sûr, qu'il y ait un bon essai, vérifier qu'il n'y ait pas de biais, etc. Mais même quelquefois un bon essai, même avec beaucoup de malades, ça peut ne pas suffire. Et aujourd'hui, la tendance est de vérifier que cet essai est vérifié par d'autres. Et vous savez qu'on est de plus en plus, on a de plus en plus tendance à faire des méta-analyses, c'est-à-dire regroupant des essais du même type pour augmenter les chances d'éviter tout biais. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, donc, c'est le fondement de la médecine fondée sur la preuve. Et la médecine fondée sur la preuve, ben, ça passe par des études, effectivement, scientifiquement tout à fait solides et qui doivent tenir compte, effectivement, d'où les études comparatives, en particulier contre placebo ou contre éventuels éléments comparateurs, pour tenir compte de toute une série de différences que le médecin n'est pas capable, comme ça, de diagnostiquer. Alors, bien sûr, il y a des choses simples, l'âge, le sexe, le poids, bon, bien sûr, l'activité physique, bon, mais il y a aussi des paramètres génétiques qu'on ne peut pas connaître et qui peuvent expliquer que le même traitement n'est pas le même effet chez 2 malades différents. Il y a le contexte, le climat, la saison, etc., l'activité professionnelle, la fatigue, le moral du sujet, enfin, il y a les modalités de prise de médicaments, etc. Enfin, donc, il y a plein d'éléments, de paramètres qui peuvent modifier l'effet d'un traitement, ce qui justifie, explique qu'on fasse des études comparatives et puis des études où on fait intervenir le tirage au sort, parce que le tirage au sort est le seul à donner la chance d'équilibrer les choses. Alors, j'en arrive à ces médecines dites alternatives. Cette médecine alternative, donc vous voyez, il y a une statistique récente qui montre que 75% des Français ont un avis positif, qu'il y en a en fait plus de la moitié qui ont peu ou prou accès à telle ou telle de ces médecines alternatives. Alors, on peut en citer des tonnes. Il y en a qui sont très célèbres et très bonne cote, l'homéopathie, l'acupuncture, etc. J'en viens justement à l'homéopathie pour illustrer un petit peu ce que on peut dire de toutes ces médecines non conventionnelles dont à l'époque uniquement centrées sur la croyance. Voilà comment Hahnemann a inventé son homéopathie. Il travaillait sur le quinquina. Le quinquina, à l'époque, qui
qui avait depuis un siècle été reconnu comme le traitement du paludisme, hein, d'où est tirée la quinine, etc. Et il avait constaté que quand il donnait des doses très 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 fortes, eh ben, ça lui donnait les mêmes réactions que le palu, fièvre, tachycardie, anxiété, etc. Et donc, il est parti de ça. Et vous voyez, cette idée semblable, soit semblable un peu à la Paracels. Il s'est dit, bon ben voilà, il va falloir un bon traitement, ça serait de partir d'une de ces molécules et puis de les diluer beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, c'est le premier élément de l'homéopathie. On prend une molécule et on la dilue énormément. Et puis, le deuxième qui viendra après, c'est la dynamisation. Alors, la suivante vous montre ce que c'est que la dilution pour lui. Donc, la diapositive suivante. Voilà. Donc, elle doit être au moins diluée au centième. Au centième. Centième, ce qu'on appelle la centésimale animalienne, c'est voilà, un centième. Mais souvent, c'est dilué beaucoup plus. Alors, 2 centésimales animaliennes, c'est 1 sur 100 multiplié par 1 sur 100, donc c'est 1 sur 10 000. Par exemple, l'ococcinum, c'est un médicament contre un traitement homéopathique contre la grippe. Il y a une de mes amis qui prend ça régulièrement. C'est dilué à 200 CH. Donc, autant dire qu'il n'y a plus rien du tout, évidemment. Hein, mais les scientifiques disent que c'est comme si on jetait une goutte du médicament homéopathique en haut des chutes de Niagara, puis qu'on demandait à quelqu'un de récupérer un tube en dessous. Voilà, donc absolument plus rien. Alors, il n'y a plus rien, mais comment est-ce que ça peut marcher? Eh bien, ça marche la suivante, par la dynamisation. La dynamisation, donc la dernière, je crois que ça va être la dernière plaque. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est ce qui va donner le pouvoir guérisseur. C'est que, voilà, l'idée d'animal, c'est qu'on frappe les flacons où il y a eu la dilution quand on délivre le cuir, et ça va donner la puissance spirituelle, hein, ce que même un chercheur de l'INSERM, une fois, a appelé la mémoire de l'eau. Voilà, ça c'est le fondement de l'homéopathie. Donc j'en reste là avec pour mes diapos, mais pour développer ça, donc vous voyez que toutes ces médecines non conventionnelles partent sur des théories, et des théories qui manifestement ont convaincu. Et pourquoi est-ce qu'elles ont pu convaincre ces théories? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose que l'on sait depuis quelques décennies maintenant, et qui explique une partie de l'efficacité de ces traitements, c'est l'effet placebo. L'effet placebo est complètement réel. Cet effet placebo, il y a une étude dans la fin des années 50, quelqu'un qui avait fait une méta-analyse de plein d'études sur l'effet placebo et qui montrait que grosso modo, l'effet placebo était objectivable dans à peu près un tiers des symptômes fonctionnels. Par exemple, l'effet placebo était capable de soulager la douleur d'un ulcère de l'estomac dans 80% des cas. Évidemment, l'ulcère est toujours là. Il n'est pas du tout cicatrisé. Mais le symptôme, c'est-à-dire le ressenti cérébral de l'amélioration est là. Et on sait pourquoi maintenant, puisqu'on sait que l'effet placebo, grâce au progrès de IRM, etc., l'effet placebo agit sur un endroit au-dessous de l'hippocampe dans le cerveau, qui est un endroit où sont sécrétées les endorphines, c'est-à-dire les morphines naturelles. Et donc, on comprend très bien qu'on puisse soulager des douleurs même importantes, par un effet placebo. Eh bien, il est évident que l'homéopathie, mais on peut répéter ça pour l'acupuncture, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces méthodes, quand il y a eu il y a eu quelquefois des essais thérapeutiques. Il y en a beaucoup qui sont pleins de biais, qui sont absolument impossibles à retenir. Mais Merci, il y en a professeur. quelques-uns qui ont été faits. Je termine là. Quelques-uns de ces essais thérapeutiques qui n'ont jamais prouvé d'efficacité Merci, professeur. type de technique par rapport au placebo. Voilà. Très bien. Je vous remercie, professeur.
Merci beaucoup pour votre intervention. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre ce qui différencie les pseudosciences de ce que vous nommez à juste titre la médecine basée sur la preuve. Et donc ça nous montre aussi l'intérêt des essais thérapeutiques comparatifs randomisés. Tous ces essais, ils construisent brique par brique le temple de nos connaissances. Mais peut-on être certain de la fiabilité des essais thérapeutiques lorsque ces derniers sont, la plupart du temps, réalisés par des laboratoires pharmaceutiques dont l'objectif reste la rentabilité? Pour cela, je vais laisser la parole au docteur Louis-Adrien Delarue, médecin généraliste, qui va revenir sur ses différents engagements. Je vous laisse l'applaudir. Merci Antoine. Merci beaucoup pour votre accueil. En plus, ça me fait plaisir de revenir voir l'ISNAR, parce que j'étais invité il y a quelques années avec la casquette que j'avais du Formindeb. Je vais expliquer en quelques mots ce que c'était. Aujourd'hui, j'en ai une autre, parce que je vieillis, comme tout le monde. D'abord, vous dire que je me présente sans lien d'intérêt avec une quelconque entreprise privée. Je n'ai pas de lien non plus avec de partis politiques, c'est les municipales. Je suis médecin généraliste depuis 17 ans et maître de stage universitaire. Je travaille dans un cabinet de groupe, dans une maison de santé pluridisciplinaire, et on reçoit régulièrement des internes, dont un qui est peut-être au congrès là, en ce moment. En fait, il faut que je résume en 15 minutes 15 ans de militance. Ma militance, elle a commencé comment? En fait, avec ma thèse. J'ai fait une thèse de médecine sur les conflits d'intérêts à la Haute Autorité de Santé. En fait, c'était la première thèse sur un sujet de corruption et qui n'était pas faite par un journaliste, mais par quelqu'un du Sérail, de l'Académie, qui était un étudiant en médecine. J'y suis allé en vrai la fleur au fusil sans trop me préoccuper des conséquences. Et en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans de lecture bibliographique, à recouper les informations scientifiques, à les décrypter, et à m'apercevoir que des recommandations de la Haute Autorité de Santé ne collaient pas avec certaines données de la science, en particulier des données de la science indépendantes. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas qualifier les rédacteurs, les experts de la Haute Autorité de Santé d'idiots. Ce sont des professeurs de médecine en général, de nos facultés de médecine, qui nous enseignent, qui interviennent dans les médias. Et donc, ce n'est pas par simplicité d'esprit que des recommandations ne collaient pas avec ce que moi je lisais en données de la science, mais bien parce qu'il y avait des conflits d'intérêts. Et donc, mon travail de thèse, il s'agissait, c'était la première partie, c'était une partie finalement de décryptage des recommandations, pour remarquer qu'elles ne collaient pas donc avec les données de la science indépendante en particulier, avec des oublis vraiment bizarres, vraiment majeurs, d'effets indésirables, de médicaments, etc. J'ai étudié 4 recommandations comme ça, et puis après j'ai décrypté quels étaient les groupes de travail, comment ils étaient composés, et est-ce que les déclarations publiques d'intérêt étaient bien faites, comme était censé le demander la Haute Autorité de Santé, et est-ce qu'ils avaient déclaré tous leurs liens d'intérêt quand ils en déclaraient. Donc après, la deuxième partie, c'était un travail d'enquête journalistique en quelque sorte, pour conclure qu'en fait, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en tout cas celles que j'étudiais, étaient gravement biaisées par des influences industrielles, parce que beaucoup de ces professeurs avaient des conflits d'intérêts majeurs. Et ce que je critiquais, c'était pas tant le fait qu'ils aient des intérêts avec des entreprises du médicament dans le cadre de leurs recherches, etc., mais que la Haute Autorité de Santé se présente à ce moment-là comme indépendante, transparente et indépendante, et en fait ne vérifiait même pas les déclarations publiques d'intérêt des experts de ces recommandations. Elle ne les vérifiait pas, et quand moi je les vérifiais, je me rendais compte de conflits d'intérêts majeurs, alors que c'était des recommandations censées être indépendantes. Et ça, c'est arrivé pendant l'époque du Mediator. Donc en fait, il y a Irène Frachon, la pneumologue du CHU de Brest, qui a fait éclater le scandale du Mediator et qui a mis en lumière les influences industrielles sur l'agence du médicament, qui était l'AFSAPS à l'époque, qui s'appelle la NSM maintenant. Et moi, j'arrivais avec ma thèse à écorner en quelque sorte la Haute Autorité de Santé, qui était dans une sorte de faire-valoir d'indépendance à ce moment-là. Ah oui, la NSM, l'AFSAP n'a pas joué le jeu, mais nous, regardez, on est la blanche colombe. Ben non, c'était pas du tout le cas. Et en fait, ça montre qu'il y avait un système qui était permis par moi, ce que j'appelle c'est une forme de délinquance en col blanc. La Haute Autorité de Santé fermait les yeux, les ministres de la Santé fermaient les yeux, et ça allait bien à tout le monde.
Et donc quand j'ai fait ma... Quand je suis arrivé à l'oral de ma thèse, moi j'avais travaillé pendant 4 ans, j'avais fait une thèse de 200 pages avec beaucoup de bibliographie. Quelle n'a pas été la surprise des réactions du jury quand j'ai vu qu'il n'attaquait jamais sur le fond mais sur la forme. Ah, mais est-ce que tu es sûr que tu as bien compris ton sujet? Tu es trop jeune, et ta définition des conflits d'intérêts, tu l'as trouvée dans le Larousse. Enfin voilà, tout a été fait pour... C'était assez fou en fait, à tel point que le président un des membres du jury, pardon, puis la présidente derrière a vraiment cherché à me déstabiliser pour ensuite me dire tu n'auras pas ta thèse si tu ne noircis pas le nom des experts cités dedans. Donc en fait, le lendemain, il a fallu que je caviarde toute ma thèse pour avoir mon titre de docteur. Et ça a commencé comme ça, parce qu'en fait, moi, de rage, parce que pour moi, mon travail n'était pas diffamant, hein, je ne disais pas un tel est pourri, un tel est pas bon, etc. Je décryptais une institution qui annonçait faussement qu'elle était indépendante, et je critiquais l'institution en tant que telle, et toute la gouvernance qui lui permettait de faire ça. Et donc de rage, j'ai sorti ma thèse sur Internet sans les noms noircis, ce qui fait que ça a été repris par les médias, Mediapart et compagnie. Et du coup, les journalistes se sont intéressés à la fac de médecine de Poitiers. Enfin bon, ça a été une espèce de spirale comme ça, assez folle. Et moi, je me servais des journalistes pour me protéger. Parce que, oulala, on va en faire appel aux doyens, on va interdire la thèse, mais trop tard, elle était partie sur Internet. Enfin voilà. Donc en fait, ce travail militant, il a été remarqué, d'autant plus qu'il y avait un focus sur le Mediator à ce moment-là. Donc j'ai rencontré Irène Frachon, d'ailleurs on a fait des ciné-débats dans ma commune à Angoulême, j'ai oublié de dire où j'étais, en Charente, c'était quelques années après. Et en fait, j'ai fait un pont avec le Formindep, qui est le collectif pour une formation et une information médicale indépendante, en particulier indépendante des industriels. Et je suis rentré au conseil d'administration et j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans dans ce collectif national pour décrypter les influences néfastes de l'industrie privée sur le monde de la santé, qui biaisent évidemment les recommandations, mais aussi les études, les formations continues, les formations initiales des étudiants, etc. etc. Ça a été mon travail pendant quelques années, et puis par mon histoire personnelle, je vis en Charente. Ma famille est une famille, en tout cas la moitié de ma famille est paysanne, agricultrice, a travaillé avec des pesticides, des engrais, etc. Et puis les discussions familiales tournaient beaucoup autour des problèmes de santé du voisinage, ou des agriculteurs, ou des enfants d'agriculteurs, ou des riverains. Et puis en m'intéressant à cette question-là, évidemment, les lobbies fonctionnent de la même façon. Les lobbies pharmaceutiques, pour influencer le monde de la médecine, s'est servi des méthodes de l'industrie du tabac. Et l'industrie chimique des pesticides fait la même chose que l'industrie du médicament, que l'industrie du tabac ou que l'industrie de l'amiante. Ce sont les mêmes méthodes. Et donc en grattant la littérature, c'était facile de faire un pont sur le militantisme autour des pesticides, qui pour moi est aujourd'hui le scandale sanitaire majeur de notre société occidentale, et en particulier française. On est le pays en Europe qui utilise le plus de pesticides. C'est vraiment un empoisonnement chimique à ciel ouvert qui touche les professionnels de l'agriculture, mais aussi les riverains, mais en fait aussi tout le monde, parce que la première cause d'imprégnation en pesticides dans les corps humains, quand on n'est pas agriculteur, c'est l'alimentation. Et devant l'eau, largement devant l'eau. Et donc j'ai transitionné, en quelque sorte, sur un collectif qui se créait, qui est un collectif national, en 2012, et qui s'appelait à l'époque Alerte des médecins sur les pesticides, et qui s'appelle maintenant l'alerte médicale, pour inclure tous les professionnels de santé et pas que les médecins, et donc les pharmaciens, les infirmiers, etc. Donc alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, puisque de nombreux pesticides sont des perturbateurs du système hormonal, et donc on s'est intéressé progressivement à la question aussi des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les moquettes, dans les murs, dans les chaises en plastique, etc., dans nos voitures. Et donc, en fait, j'ai travaillé sur ces questions-là depuis plusieurs années, en local, en Charente, parce que pour moi, c'était compliqué d'aller sur Paris faire des conseils d'administration à l'époque au Formindep. Et ça rejoignait mon histoire familiale et ce qui me percutait dans mon quotidien de professionnel de la médecine générale, puisque j'ai travaillé, avant d'être en ville à Angoulême, en campagne, à côté des vignes. Nous, on est dans le terrain la Charente, c'est le Cognac. C'est la fierté de la Charente, et pour moi, c'est notre malheur. Et pas pour moi tout seul, hein, évidemment. Progressivement, j'ai commencé au sein de l'alerte médicale sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, à sensibiliser d'abord les internes qui passaient au cabinet,
mais aussi des infirmières de santé publique qu'on appelle les infirmières azalées. J'ai créé un groupe de travail avec les infirmières azalées, avec des infirmières azalées en Charente, en disant il y a des consultes azalées sur le diabète, il y a des consultations azalées pour faire du dépistage mémoire, pour surveiller les asthmes, etc., pour faire de l'éducation thérapeutique, mais il n'y a pas quelque chose sur la santé environnementale. Et la prévention est quand même le parent pauvre aujourd'hui de la médecine. Et on voit de plus en plus de cancers qui apparaissent dans nos cabinets chez des jeunes personnes, des jeunes adultes. On les appelle les adolescents et jeunes adultes, les cancers des AJA. On est obligé maintenant de signifier ça comme ça. Et c'est Santé publique France, et pas que, l'OMS, qui dit la progression galopante des cancers chez les jeunes, qui ne peut pas être liée à la seule génétique, puisque la génétique c'est à peine 10% des cancers, qui ne peut pas être liée au vieillissement, puisque ça atteint les jeunes personnes, et qui ne peut pas être imputé au seul comportement individuel que sont le tabac et l'alcool, puisqu'on fume de moins en moins, on boit de moins en moins. Et puis surtout, un enfant, a priori, ça ne fume pas et ça ne boit pas. Et puis il y a plein de jeunes adultes, ou des adultes tout court, qui ne fument pas et qui ne boivent pas. Et pourtant, il y a une augmentation annuelle de ces cancers-là. On observe de plus en plus. Moi, alors là, c'est une statistique qui est purement empirique et ponctuelle à un moment donné. Au mois d'octobre, je diagnostique 4 cancers chez les moins de 40 ans, sans surdépistage. C'est vraiment cliniquement, ils arrivent avec des maladies, etc. Ça n'en fait pas une statistique, mais enfin, en tout cas, ça interpelle sur notre quotidien. Et c'est corroboré par des données de la science, et en particulier par des données de l'INSERM. L'INSERM, c'est un institut de recherche français très sérieux qui fait un premier rapport sur les pesticides en 2013, 1000 pages, 5000 références scientifiques, étudiants, 30 ans de littérature scientifique dans le monde. Et en 2013, on observe tout un tas de preuves dans le monde agricole en particulier, pas trop en population générale, mais l'INSERM, avec sa méthodologie scientifique, qualifie les niveaux de preuves. Et on avait des niveaux de preuves forts chez les agriculteurs et un petit peu chez les riverains. Et l'INSERM a actualisé son rapport en 2021, donc seulement 8 ans après. Tous les niveaux de preuves ont augmenté pour les liens qu'on faisait déjà entre la santé des agriculteurs et les pesticides. Là, on a les niveaux de preuves qui étaient considérés comme faibles pour certaines pathologies sont passés à moyens ou forts. Ceux qui étaient forts, ils sont restés forts. Et puis, surtout, on a maintenant des données de la littérature sur les enfants, des professionnels de l'agriculture, mais des enfants tout court de la population générale et la population générale. Donc si on refait un rapport dans 8 ans, vous voyez ce qui va se passer. Et malgré ces rapports de l'INSERM, des trucs costauds, il faut se les fader quand même, c'est des vrais dictionnaires, vous avez la loi du plomb qui est arrivée en 2025. Le projet de loi du plomb. Et qu'est-ce que c'est le projet de loi du plomb? C'est un sénateur qui s'appelle Laurent Duplomb, qui est membre du parti Les Républicains, qui a aussi une casquette à la FNSEA. Tiens donc, la FNSEA, c'est le premier syndicat des agriculteurs, enfin des agro-industriels en réalité, et qui en fait commande à Duplomb, qui fait partie de la FNSEA, d'essayer de réintroduire un pesticide qu'on a interdit il y a quelques années, qui s'appelle l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, tueur d'abeilles, mais aussi qui crée des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, et qui est suspect d'être carcinogène. Quand on fait des études sur l'animal, on se rend compte qu'il y a une carcinogénèse mammaire, par exemple, sur les rats. À côté de ça, on fait Octobre Rose, youpi, 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 Octobre Rose. Et puis on continue. Alors vous avez les politiques qui soutiennent la loi du plomb tout en arborant des rubans roses. C'est d'une hypocrisie absolument abjecte et scandaleuse. D'où ma mobilisation au sein de ce collectif. La loi du plomb, pour moi, c'est un moment qui est terrible parce que c'est vraiment un moment d'obscurantisme et pour le coup de désinformation médicale en col blanc. C'est-à-dire que l'industrie de la chimie essaye de faire son beurre de toutes les manières. C'est pénible, c'est scandaleux en soi, bien sûr, c'est immoral pour nous, mais que nos représentants politiques ne fassent pas le job, et pire qu'ils désinforment activement et volontairement, là c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas, moi, me laisser personnellement sans voix. Et pendant cette loi du plomb, on a eu des prises de position politiques du centre jusqu'à l'extrême droite, pro-pesticides, pro-soutien de la FNSEA, contre toute la science, puisque 22 sociétés médicales, sociétés savantes médicales, la Société française de médecine interne, la Société française de pédiatrie, la Société française d'hématologie, etc., etc., enfin 22, quasiment toutes les formations savantes médicales se sont levées contre la loi du plomb et contre la désinformation de cette partie de l'échiquier politique qui s'est juste fait le porte-voix et le relais
de lobby privé de la chimie. Et en Charente, on a 3 députés, et il y en a 2 qui ont commencé à raconter évidemment n'importe quoi dans la presse. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes médecin, militant au sein d'un collectif? Vous laissez passer ou vous risquez l'embrouille? Bon, moi, j'ai choisi de risquer l'embrouille parce que j'ai gardé des cicatrices de ma thèse. C'est pas que ça me fait plaisir, parce que tout ça, c'est quand même du stress, c'est une forme de pression. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi d'être cocooné au sein d'un collectif, parce qu'on n'est jamais complètement tout seul. Et on ne peut jamais être tout seul à se planter, de toute façon. Donc, il y a eu, moi, je tiens un compte Facebook où je peux donner mon expression publique sur ce que je sais des données de la science, et qui est lu par les journalistes depuis 15 ans, et donc c'est repris dans la presse, et ça a créé quand même comme ça des batailles médiatiques, mais qui permettent de visibiliser auprès du grand public qu'il y a des médecins qui se lèvent contre ça, et que ce n'est pas juste une histoire d'opinion, d'être contre cette industrie agrochimique, mais bien un constat scientifique. J'en termine dans 30 secondes. Il y a Stéphanie Rist, qui est ministre de la Santé actuelle, la 11e, ou je ne sais pas combien, qui commande un rapport sur la désinformation médicale. Alors, ça c'est très bien de commander un rapport sur la désinformation médicale. Le problème, c'est que elle était députée avant d'être ministre de la Santé, et c'était une députée qui a pris des positions publiques défendant le retour de l'acétamipride en disant que c'était pas dangereux pour la santé et que c'était pas dangereux pour l'environnement, parce que contre 22 sociétés savantes, contre l'INSERM, contre l'INRAE, contre le CNRS, etc., etc., etc. Donc en fait, si on n'attaque pas la désinformation en col blanc, si on crée pas si politiquement on s'organise pas pour lutter contre cette désinformation politique qui ne vise qu'à protéger des intérêts privés contre l'intérêt général, eh bien on n'y arrivera jamais, et on ne pourra pas non plus venir dire à la population « Ah ben faites attention à ne pas dire n'importe quoi sur les vaccins » si on n'est pas capable en haut lieu et au sommet de la pyramide de mettre des garde-fous contre ces conflits d'intérêts. Je vous remercie. Donc, merci, docteur Delarue, de nous avoir parlé de tous vos engagements. Je suis sûr que ça a fasciné la salle. Donc, effectivement, vous avez fait votre thèse sur les recommandations médicales. Vous questionnez les liens d'intérêt. Et donc, vous en avez également parlé. Devant l'avènement des fake med, donc le ministère de la Santé a souhaité créer un rapport en l'information en santé. Et en fait, il est paru la semaine dernière. Vous pouvez le retrouver en ligne sur le QR code qui est juste là. Donc en fait, le professeur Mathieu Molimar est l'un des rédacteurs de ce rapport. Vous allez pouvoir retrouver ces liens d'intérêt juste après. Il a été choisi pour la rédaction du rapport, notamment car il est l'un des coordonnateurs de la plateforme PharmacoFact. C'est une plateforme qui est dédiée à l'information scientifique et à la lutte contre la désinformation en santé. Il a reçu le prix des personnalités sciences et santé de l'Express 2025, Défense de la science. Malheureusement, il n'a pas pu être présent ce jour, mais souhaitait nous expliquer des notions sur les liens d'intérêt. Des liens d'intérêt qu'on peut avoir en tant que médecin ou bien scientifique et qui peuvent influencer la croyance des patients et patientes en l'information médicale. Je vous invite donc à profiter de la vidéo que nous allons vous diffuser et je vous invite aussi à commencer à vous lever pour vous rendre au niveau du micro et pour pouvoir poser vos questions aux différents intervenants. Je vous remercie. Aspect économique. Nous avons tous des liens susceptibles d'influencer nos choix consécutifs à notre vie familiale, affective, nos appartenances associatives, politiques ou syndicales, philosophiques ou religieuses, aux connivences intellectuelles ou professionnelles qui ont pu s'établir à notre cursus, à nos expériences professionnelles, aux hiérarchies, à notre système de valeurs, bref, à tout ce qui découle de la trajectoire humaine. De tels liens sont propres à la vie en société et très peu sont ceux qui peuvent s'en exempter. Les déclarations des liens est factuelle. C'est la description de toutes les positions, relations directes ou indirectes qui peuvent avoir une influence sur les points de vue et les actions.
Il faut les décrire extensivement, sans préjuger s'ils peuvent entrer ou non en conflit avec une situation donnée. Le conflit d'intérêts, lui, est circonstanciel. Il est jugé par des personnes extérieures au déclarant qui doivent apprécier si les liens déclarés peuvent potentiellement entrer, voire être soupçonnés d'entrer en conflit avec la circonstance précise. On ne peut pas s'auto-absoudre de l'absence de conflit d'intérêts, c'est une personne extérieure qui doit le faire. Enfin, il faut distinguer la prise illégale d'intérêt ou trafic d'influence qui rentre là dans la catégorie de la loi, de la fraude et de l'escroquerie. Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans l'existence de liens ou de conflits d'intérêts. Le mal et la faute est dans l'absence de transparence de la déclaration et la non-gestion des conflits d'intérêts. En résumé, le lien d'intérêt relève de l'introspection et de l'autodéclaration en toute transparence. Le conflit d'intérêt relève d'une évaluation par une personne extérieure. La prise illégale d'intérêt relève de la justice. On voit plus facilement dans les liens d'intérêt l'argent, qui est la partie visible, mesurable, comme la partie émergée d'un iceberg. Mais de nombreux liens moins visibles peuvent pousser à nos actions ou à nos prises de position, comme des ambitions professionnelles ou de carrière. On ne va pas se fâcher avec son chef qui pense de telle ou telle manière. On peut défendre des positions de manière excessive pour se faire remarquer dans un contexte de concurrence académique, voire avoir des demandes motivées par l'appât de publication sans qu'il n'y ait de transaction financière directe. L'appartenance à un groupe, à une communauté, avec le besoin de démonstration de l'appartenance à ce groupe et de reconnaissance par ce groupe, sans compter les petits arrangements entre amis, des renvois d'ascenseurs. La passion intellectuelle et l'affection qui s'y attache. Quand on a défendu une position toute sa vie où on a cru fortement à quelque chose, c'est parfois difficile de prendre le contre-pied et dire le contraire. La passion peut mener à la haine, à la jalousie, le besoin de se porter en justifié, de défenseurs de valeurs, qui sont par définition les bonnes puisque ce sont les nôtres. L'amitié, l'amour, la haine, le sexe sont des moteurs et des liens parmi les plus forts mais peu visibles. Ils doivent être déclarés ou à défaut, en toute honnêteté, se faire récuser sur ce sujet. L'estime de soi avec le besoin de reconnaissance, la médiatisation, le besoin de gloire ne sont pas forcément avouables, mais ils sont pourtant bien présents dans les liens d'intérêt. On le voit, se focaliser sur seulement l'argent est simple comme un chiffon rouge, mais ne doit pas faire passer à côté des liens avec beaucoup plus d'influence sur les actes et les décisions. La déclaration des liens doit donc être complète, sincère, véritable, transparente et avant toute prise de position ou expertise. Une déclaration sans lien d'intérêt est peu crédible. C'est la transparence de la déclaration qui protège l'expert et l'intervenant. Le conflit d'intérêt est circonstanciel, une situation où le lien prend de l'importance. Ce n'est pas au déclarant de juger ou de s'absoudre, et on ne devrait jamais voir de déclaration du type « je n'ai aucun conflit d'intérêt ». Au contraire, cela peut être suspect car ça sous-entend qu'on ne souhaite pas exposer ces liens d'intérêt. La gestion des liens et donc la prévention des conflits est obligatoirement faite par quelqu'un d'extérieur. Jusque-là, il n'y a aucun jugement de valeur à avoir si les liens sont déclarés et les conflits gérés. On rentre dans la zone dangereuse quand la déclaration n'est pas complète, ni sincère, et quand les liens ne sont pas gérés. On rentre dans le domaine judiciaire avec les termes de connivence, de collusion, de corruption, de prise illégale d'intérêt, et a fortiori s'il y a une manipulation volontaire de la réalité. La gestion des liens d'intérêt dans l'expertise est un exercice difficile qui oscille entre le risque d'une expertise non pertinente et d'une expertise biaisée. La position du curseur dépend de l'acceptabilité sociale et politique. Le rejet de tout lien d'intérêt expose à un plus grand risque de non-pertinence, notamment dans le cadre d'une maladie rare, où seuls quelques médecins ou centres connaissent cette maladie et font aussi tous les essais des médicaments. L'acceptation large des liens d'intérêt expose à un plus grand risque d'expertise biaisée. Le niveau d'exigence est donc inversement proportionnel au nombre d'experts compétents disponibles. Il faut distinguer indépendance et impartialité. Lorsqu'on parle d'indépendance, en fait, on veut dire impartialité. On peut être indépendant et impartial, et on peut être, certes moins facilement,
et ça demande plus de force de caractère, être dépendant et impartial. Mais on peut être indépendant et impartial, et dépendant et partial. Donc ce dont on a besoin, c'est des experts et des intervenants impartiaux. En conclusion, les liens d'intérêt découlent de la trajectoire humaine et ne se limitent pas, loin s'en faut, aux seuls liens financiers. L'absence de déclaration de lien est a priori suspecte et la déclaration transparente des liens protège en fait l'expert ou l'intervenant. Le conflit d'intérêts est estimé par un tiers en fonction des liens déclarés et des circonstances. Et on ne peut pas s'auto-absoudre et affirmer qu'on n'a pas de conflit d'intérêts. L'impartialité est l'objectif, mais comme elle est difficile à assurer, la seule solution, hormis la déclaration des liens d'intérêt, la gestion des liens d'intérêt, est de garder son esprit critique et de croiser les sources d'information en toutes circonstances. Super, donc on va pouvoir passer à l'instant de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions dans la salle, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse vous passer le micro. Bon bah ça tombe bien, parce que moi j'en ai. Vous êtes vous-même très engagé contre les fake med. Pensez-vous qu'il est du rôle de tout médecin généraliste de s'engager contre la désinformation et comment faire à notre échelle d'interne? Qui voudrait commencer? Je suis pas généraliste. C'est pas les médecins en général, c'est les généralistes. Oui, bonne question. Moi, je pense que oui, en fait, mais il peut y avoir plusieurs niveaux pour lutter contre la désinformation. On peut être simplement maître de stage, par exemple. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup d'investissement. Moi, je dis, j'avais un interne une fois, il n'avait jamais de questions. Et il est très sûr de lui. Et puis, il affirmait des trucs comme ça. Je lui disais, mais d'où ça sort? Il me dit, c'est professeur Intel qui l'a dit. Je dis, oui, mais est-ce que tu l'as vérifié? Parce que le professeur Intel, moi je ne sais pas pourquoi il dit ça, c'est quoi ses sources. Et puis un jour je lui ai dit, mais tu sais, moi, quelqu'un qui ne se pose pas de questions, ça me pose question. Donc comme ça, il avait un peu évolué au cours du stage, mais un jour il s'est énervé complètement, il a tapé du... Alors les discussions sont simples, je suis quelqu'un de gentil, hein, sauf avec la Haute Autorité de Santé en 2011, mais, sinon je suis sympa. Il tape du poing sur la table comme ça, et il dit, ouais, c'est pas parce que moi j'ai fait 7 ans de médecine, t'as rien à m'apprendre. Alors ça, c'est compliqué, quoi. Mais donc, il faut se questionner toute sa vie. Nous, on ne fait que se questionner. Moi, quand j'interviens quelque part en public, que ce soit le grand public, des élus ou des professionnels de santé, j'ai toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais être crédible dans ce que je dis? Est-ce que j'ai bien vérifié mes sources? Je prends toujours plein de notes, j'ai toujours un carnet, je suis toujours en train de regratter des choses pour me remémorer. Tiens, l'INSERM, tiens ceci, tiens cela. Mais je trouve que c'est bien d'avoir le syndrome de l'imposteur. Il faut d'ailleurs y aller comme ça. C'est-à-dire que c'est mieux parce que ça nous oblige à travailler, ça nous oblige à être critique, à faire de l'analyse critique, ça nous oblige à être réflexif. Donc voilà, ça c'est un premier niveau de faire du compagnonnage sur de l'analyse critique, pouvoir continuer à œuvrer autour du travail critique. Après, moi j'ai une histoire un peu particulière par rapport aux médias, donc j'ai un rapport aux médias qui est assez facile maintenant, mais rentrer dans un collectif, ça peut être le tien, ça peut être le Forum Indep, ça peut être la MLP pour la question de la chimie, etc. En fait, on a différents... on peut s'engager de différentes manières. On n'est pas forcément obligé d'être un porte-voix médiatique et de rentrer en conflit avec un député ou un sénateur. On peut, dans ce collectif, faire du lien avec d'autres collectifs. Il y a des petites fourmis au sein des collectifs qui sont extrêmement utiles. Moi, je ne sais pas, être trésorier, ça ne m'intéresse pas. Faire du lien et mettre des trucs sur les réseaux sociaux, à part sur mon Facebook, je ne sais pas trop faire. Faire des vidéos, c'est très artisanal chez moi, etc., etc. Donc dans un collectif, c'est une addition de synergie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et on peut s'impliquer de différentes manières. Mais à mon avis, un médecin, il a un rôle de santé publique au sens littéral. C'est pas juste faire des conseils individuels et des prescriptions. À un moment donné, on travaille dans des maisons de santé pluridisciplinaires, des CPTS, on se retrouve en lien avec l'hôpital, on se retrouve en lien avec des élus. Et donc, en fait, on peut, à différentes échelles,
avoir une parole publique, et on l'a de plus en plus en réalité. Vous vouliez compléter, docteur Lagneau ? Oui, je voulais compléter. En fait, ce qui est difficile à réaliser, c'est qu'on est rentré dans une ère d'infodémie. En fait, on est inondé du matin au soir d'informations. Il faut savoir que le temps de doublement des connaissances et des publications est actuellement de 73 jours. Ça, c'était en 2020. Je crois que ça n'a pas été réévalué depuis. Donc, vous avez de l'information qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malheureusement, il faut douter tout le temps, tout le temps. Il faut tout vérifier. Et je vais vous donner une définition de ce qu'est un expert, ou plutôt, est-ce que vous savez la différence entre un expert et un TGV ? Eh bien, le TGV, quand il déraille, il s'arrête. Vous avez évoqué le scandale du Mediator. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y avait une question dans la salle. Donc, que le Mediator est accusé d'avoir causé la mort d'entre 1500 et 2100 personnes sur une quarantaine d'années en France. Pensez-vous que des scandales comme le Mediator sont les seuls responsables de la méfiance des patients envers les instances médicales ? Pourquoi il y a un scandale ? C'est parce qu'en fait, c'est ce que disait Pierre-Adrien, c'est-à-dire on n'a pas écouté en fait en amont tous les lanceurs d'alerte. Et le problème, c'est que les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés actuellement dans ce pays. Le problème, c'est que effectivement, ce groupe de travail qui a travaillé sur la désinformation en santé a demandé qu'il y ait une protection qui soit faite contre les lanceurs d'alerte. Et Dieu sait si Mathieu Monima en a pris quand même beaucoup et très cher, et Dominique Costagliona pendant le Covid. Elle a pris très 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 cher. C'est des gens qui sont poursuivis jusqu'à chez eux, harcelés, qui reçoivent des lettres avec des menaces de mort, qui reçoivent des pistolets par la poste. Enfin, c'est épouvantable. En fait, pourquoi il y a des morts ? Mais parce qu'on n'écoute pas les lanceurs d'alerte en amont. Le Mediator, il y a eu des alertes avant, comme il y en a eu pour beaucoup d'autres molécules. Donc, tant qu'on n'écoutera pas les gens qui lancent des alertes et qu'on ira faire confiance aux politiques, ou qu'on n'aura pas le choix, on aura des soucis, oui. Ta question, Antoine, tu peux la répéter, excuse-moi. Je vais l'élargir un peu peut-être. Ouais. Pensez-vous que des scandales comme celui du Mediator sont les seuls responsables de la méfiance des patients envers les instances médicales ? Ah oui, ouais, c'est ça la petite précision. Envers les instances médicales. Bon, d'abord, il n'y a pas qu'un scandale Mediator, il y a un scandale sur différentes autres molécules au fil des décennies. On a eu le scandale mondial du Vioxx, qui était un anti-inflammatoire spécifique, dit des Coxib, où vous avez tout un tas de leaders d'opinion qui ont quand même raconté n'importe quoi sur le fait qu'il y aurait une plus-value en termes de bénéfices et qui serait meilleur en termes d'effets indésirables, ce qui était faux, c'était même l'inverse. Et ils se sont répandus comme ça dans la presse, dans les facs, etc. Et en fait, l'histoire se répète en permanence, parce que le Vioxx, c'était 2004, le Mediator, c'est 2010. Puis après, on a eu la Dépakine. La Dépakine, quand vous lisez la revue Prescrire, par exemple, la revue indépendante des labos, moi c'est ce que je dis parfois à certains patients, c'est que nous, on a l'info du scandale sanitaire 10 ans avant tout le monde, quoi. C'est-à-dire que le Mediator, je crois que sa commercialisation c'est 1978 ou 1979. La revue Prescrire, née en 1981, dès les premiers numéros, a dit il y a un souci avec le Mediator. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Irène Frachon, la pneumologue de Brest qui a fini par faire éclater le scandale, c'est en lisant la revue Prescrire elle s'est dit on va faire d'autres études parce que moi, sur le terrain, j'observe des hypertensions artérielles pulmonaires, il y a des choses qui ne vont pas avec ce médicament. Et personne n'a vu écouter jusqu'à ce qu'elle sorte son bouquin. On n'écoutait ni Prescrire, ni Irène Frachon. Et après, effectivement, les menaces. Et elle dit au-delà des menaces visibles, elle dit aussi l'absence de soutien de la communauté scientifique. C'est assez fou, en fait. Elle dit, parce que le Mediator, ça a touché les valves cardiaques, elle dit les cardiologues se sont tus. Elle le dit, elle en a encore témoigné, je crois, il y a quelques mois. Elle dit j'ai jamais eu le soutien des cardiologues de France, quoi. C'est quand même fou. Personne n'a fait son aggiornamento, sur le sujet. Donc il y a eu après les pilules de 3e et 4e génération. Bon, régulièrement, on a des médicaments comme ça qui font scandale. On sait qu'on a des médicaments qui sont sur le marché qui n'ont pas de plus-value par rapport à d'autres et qui ont plus d'effets indésirables et qu'on ne retire toujours pas du marché. On a des catégories d'antidépresseurs comme le citalopram et l'escitalopram qui ne devraient plus être sur le marché. On a mieux que ça en termes de balance bénéfice-risque. On sait que ça allonge les QT de manière plus importante et que ça fait plus de morts subites. Donc pourquoi ils sont encore sur le marché? Donc ça crée de la défiance
au niveau des instances médicales et des autorités sanitaires, obligatoirement. Parce que quand le scandale éclate, alors qu'on en a faux 10-15 ans avant, et que ça se révèle au cours d'un énième rapport d'enquête publique, d'enquête sénatoriale, d'enquête de l'Assemblée nationale, où on mandate prescrire le Formindep, peut-être ton collectif, etc., on se rend compte toujours des mêmes mécanismes. Merci beaucoup pour les 3 interventions qui étaient passionnantes. J'avais une question, alors c'était plutôt sur la dimension des médecines parallèles et notamment au final leur place vis-à-vis de la santé mentale, où elles sont très utilisées et avec parfois aussi un manque dans la recherche scientifique sur les différents outils, sur l'impact et sur ce qu'on peut avoir, et aussi une limite dans le médicamenteux, voire une absence de recommandation pour un certain nombre de pathologies. Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous pouvez en tirer sur cet aspect assez spécifique de la santé mentale qui est un peu différent peut-être d'une dimension plus biologique? Alors, je ne suis pas spécialiste en santé mentale, mais je pense qu'il y a quand même de la recherche scientifique. Peut-être c'est plus compliqué à faire. En fait, pourquoi il y a beaucoup de médecine parallèle dans ces pathologies-là? Parce que ce sont des réponses simples à des problèmes complexes, en fait. C'est complexe, la santé mentale, et quand quelqu'un se positionne, un naturopathe, en disant je vais te faire une cure de repos, une cure de jeûne, et tu vas aller beaucoup mieux, les gens sont contents. Ils y vont, ils ne se posent pas plus de questions que ça. On leur promet quelque chose qui n'est pas grave, qui n'aura pas d'effet indésirable, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables potentiels des cures de jeûne, en termes de manipulation de la pensée mentale, justement. Donc je pense que c'est juste parce que les gens sont toujours en recherche d'une réponse simple à leurs problèmes qui sont très complexes, et la société malheureusement ne répond pas forcément à leurs attentes. Et la société et le corps médical, parce que les délais d'attente, comme on le sait, sont tellement importants avant de se faire soigner qu'entre-temps ils vont trouver... Il y a des annonces sur les forums Facebook, je cherche un magnétiseur, quoi. Et là, tu en as 10 qui répondent, oui, je connais un super magnétiseur. En plus, il ne fait pas payer parce qu'il fait ça par téléphone. Pas besoin de se déplacer. Et donc voilà, les gens se disent, voilà, la solution est là. Et puis quelquefois, ça me fait du bien. Parce que juste le fait d'être pris en charge, quelle que soit la forme de prise en charge, elle a l'effet placebo qu'on attend et qu'on espère. L'effet placebo, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et alors, en tant que gastro, moi, j'ai beaucoup utilisé l'effet placebo. Et je pense que les médecins, on n'a pas à craindre cet effet placebo. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu des articles qui disaient que quand on dit à un patient qu'on lui donne un placebo, eh bien, ça marche aussi bien que quand on ne lui dit pas ou quand on lui donne un placebo sans le prévenir. Donc il ne faut pas hésiter en tant que médecin à utiliser l'effet placebo. Alors on peut donner des médicaments dont on connaît l'efficacité ou une certaine efficacité. En gastro, malheureusement, le médicament miracle, les troubles fonctionnels n'existant pas. On peut faire une petite cuisine, l'adapter aux gens. Il faut utiliser cet effet placebo. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que les gens, ce qu'ils attendent, c'est d'être pris en charge. Et même en santé mentale, une prise en charge par le médecin, le premier contact médical, c'est déjà quelque chose qui va peut-être leur éviter de s'aggraver et d'aller plus loin dans leurs problèmes de santé mentale. Très bien. Vous me permettez d'intervenir? Oui, allez-y. En complément, là, ça m'amène à rajouter quelque chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, mais l'effet placebo, c'est effectivement essentiel dans ce type de situation où le psychisme est au premier plan. Et l'effet placebo, ça passe par le psychisme. Et beaucoup de ces médecines, sophrologie, acupuncture, myopathie, etc., passent par ce biais-là. Et on peut très bien concevoir qu'un médecin, dans une situation où il n'y a pas de preuve d'efficacité d'un traitement qui peut par ailleurs avoir des effets indésirables, utilise un placebo ou une méthode de ce type-là, placebo. Mais il y a une chose qui est très importante, et je fais allusion à une déclaration de l'Académie de médecine, c'est qu'il faut que ça reste toujours sous le contrôle du médecin. Parce que si
on dit oui, vous pouvez utiliser l'homéopathie, etc. Et que le malade, un mois après, reprend ça pour une autre pathologie, alors qu'il n'a pas été vu par un médecin qui aurait pu peut-être découvrir une pathologie différente, et ce qui ferait retarder la prise en charge du malade, là, ça peut être tout à fait sérieux. Donc, utiliser à titre de placebo ce type de médecine non conventionnelle, ok, mais toujours sous le contrôle du médecin. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Louis-Adrien Delarue pour un dernier petit mot. Oui, moi je voulais ajouter... Ah, il y avait une question. J'avais une question, c'est juste... donc vous disiez qu'il fallait douter et vérifier les informations. Mais je trouve que c'est difficile à faire en pratique. On peut vite être perdu parce que, par exemple, là, dans la diaporama des sources fiables, vous avez noté l'HAS et vous avez démontré tout à l'heure que c'était pas forcément fiable. Donc... Ouais. Alors, ça me permet de préciser quelque chose quand même, parce que je te disais tout à l'heure à ma collègue. La Haute Autorité de Santé est une agence sanitaire tout à fait intéressante en termes de recommandations. Moi, j'ai mis les pieds dans le plat en 2011 parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas de longue date sur les agences sanitaires. Ça ne veut pas dire que toutes les recommandations sont à mettre à la poubelle, pas du tout. Il y a une graduation, hein, d'ailleurs, sur la fiabilité des sources. Il y a des abacs là-dessus. Enfin bon, bref, par exemple, la littérature scientifique indépendante, y compris indépendante d'agences sanitaires gouvernementales, elle est intéressante et elle est en haut de la pyramide. Par exemple, prescrire. Mais comment dire les choses. Par exemple, sur la santé environnementale, quelque chose que je connais bien aussi, c'est l'ANSES qui autorise la mise sur le marché de pesticides, se base sur des études dites réglementaires. Ces études, elles sont apportées par les industriels et charge à l'ANSES de regarder si le dossier est à peu près correct et pof, elle laisse passer le pesticide. Mais après, il y a toutes les données universitaires indépendantes qui sont, par exemple, répertoriées dans le rapport de l'INSERM. Donc il n'y a pas que la HAS. La HAS, c'est bien. Là, par exemple, la revue Prescrire, quand vous y êtes abonné, quand on la lit, chaque mois, à chaque fois qu'on a un numéro, elle décrypte une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Elle la passe au crible. Et elle dit, cette recommandation est intéressante, vous pouvez la lire. Celle-ci, elle est bien, mais voilà pourquoi il y a un mais, etc. etc. Donc il y a aussi ce tri-là qui est fait avec d'autres vues. En fait, il faut croiser les données, exercer regarder s'il y a des partenariats quand on va dans des congrès, est-ce qu'il y a des partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Voilà. Bon, c'est une méthodologie que nous on a essayé d'inculquer au Forum Indep aussi. Quand j'y étais, on voulait rentrer dans les facultés de médecine pour donner des cours sur qu'est-ce que c'est l'influence et où est-ce qu'elle arrive. Et nous on s'amuse au cabinet à faire ça avec un interne. Chaque semestre, on regarde, on dit tiens, professeur machin a dit un tel, c'est quoi ses liens d'intérêt, d'où il parle. Tu veux aller dans ce congrès-là, tiens, est-ce qu'il y a des partenariats, Gold, etc. etc. La revue, par exemple, une revue fake, c'est la revue Preuves et Pratiques, pour ne pas la citer, qui fait un congrès qui s'appelle Preuves et Pratiques. En plus, preuve, il y a le mot preuve, donc en fait, on se dit, ah ben tiens, c'est sans problème, c'est une médecine basée sur les preuves. En fait, c'est un nid industriel, ce truc-là. Bon voilà, donc la Haute Autorité de Santé, c'est quelque chose d'intéressant à condition aussi d'exercer son œil critique, mais au même titre qu'on peut exercer son œil critique sur la revue Prescrire, il n'y a pas de souci. Moi, il y a certains articles sur lesquels je n'ai pas été d'accord et où j'ai envoyé un message à la revue Prescrire en expliquant mon désaccord argumenté. Je t'invite à conclure, Louis-Adrien. Voilà, je voulais juste dire un petit dernier mot. Moi, sur les prises de position publiques que j'ai eues, dont j'ai dit qu'elles étaient basées sur l'INSERM, etc., j'ai une députée de Charente du Rassemblement national qui a porté plainte contre moi pour outrage. Et donc ça s'est fait d'une certaine manière, puisque il y a quelques semaines, au cabinet médical, pendant mes consultations, sur mon téléphone portable, avec un 06, reçu un appel de la gendarmerie qui me disait qu'il fallait immédiatement quitter mes consultations pour me rendre à la gendarmerie et passer en audition libre avec prise d'empreintes, photos, etc. Et il ne voulait même pas me dire qui était la plaignante. En fait, c'était une manière de désarçonner. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, gendarmerie de Ruffec, en Nord-Charente, moi je suis en Angoulême. Et en fait, c'était un effet de surprise de la gendarmerie commandé par le ou la procureure du moment, en lien avec cette plainte pour outrage. Cette plainte pour outrage, c'est juste une intimidation.
C'est juste une procédure bâillon, une tentative de procédure bâillon, c'est dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Moi, je pense que non. Il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'évidemment, une plainte pour outrage, on peut risquer 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, je crois. Sauf qu'en fait, tout de suite, d'abord, moi, j'ai refusé l'audition libre immédiate. J'ai appelé un avocat, conseillé par mon collectif et les gens à qui j'ai fait du réseau. Et rapidement, j'ai été conseillé, où on m'a dit, tu refuses la prise d'empreinte, tu as le droit d'être accompagné par un avocat. Et puis, il y a eu en fait une manifestation publique. J'ai accepté l'audition libre 48 heures après. Et en fait, il y a eu une manifestation publique devant la gendarmerie avec des représentants nationaux d'associations de patients, mes propres patients, des collègues médecins, le président de l'alerte médicale sur les pesticides, etc. Il y a eu 200 personnes devant la gendarmerie, les médias. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, Caroline Colombier ? J'ai dit que c'était la sottise incarnée par rapport aux fake news qu'elle racontait. Mais je continuerai à le dire. Il ne peut rien se passer. Et si ce n'est pas moi qui le dis, ce sera quelqu'un d'autre. Plus on est nombreux à dire les choses, moins il y a de risques. Voilà ce que je pense. Et je voulais conclure sur cette note positive. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a permis de trouver des ressources que vous pourrez utiliser lors des consultations avec vos patientes et patients. Je tenais encore une fois à remercier nos 4 intervenants et vous tous pour ce moment enrichissant. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite dans l'amphi Romané Conti pour le dernier flash actu de ce congrès, ainsi que pour la remise du prix Varnet. Merci à tous.